Recording in progress. Vous avez un problème avec le sang. Mais le docteur Messafer, on l'entend très très bien. Alors, allez-y vers le but. Je ne sais pas comment on va faire. Très Mais bien. il faut qu'on commence. Donc, je vais commencer avec la première présentation en attendant que le professeur Oui. Achouri règle le Il peut problème. intervenir après, exactement. Voilà. Alors, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Docteur Messafer Mohamed, pharmacien au niveau du CHU de Sidi Bel Abbès. Alors, j'ai été sollicité par professeur Achouri afin de faire une communication sur l'usage rationnel des dispositifs médicaux en diabétologie. Vous arrivez très bien à m'entendre. Je peux Oui, commencer. oui, on vous Très entend bien, très très bien. très bien. Alors, il s'agit d'une communication qui va se dérouler suivant ce plan. Donc, on va commencer par une introduction sur le diabète, sur les dispositifs médicaux utilisés en diabétologie. Après, on va passer à la description et à la classification des stylos d'insuline, qui sont les dispositifs les plus utilisés, que ce soit à l'échelle nationale ou dans le monde entier, pour le traitement du diabète, notamment le diabète de type 1. Et on passera par la suite aux nouvelles recommandations sur les bonnes pratiques d'utilisation de ces dispositifs avant de conclure. Alors, pour commencer, on définit le diabète comme étant un trouble métabolique qui est caractérisé par la présence d'une hyperglycémie qui est attribuable soit à un défaut de la sécrétion d'insuline ou bien de l'action de l'insuline. Il faut savoir que l'incidence du diabète a augmenté de 50% au cours des 10 dernières années, selon l'Atlas du diabète de 2019, et que on compte environ plus de 450 millions d'adultes âgés dans le monde atteints de diabète en 2019. لا دابا هذه السنين اللي فيها داكور قولي غير اسمك اختي عيط عليك روحي بديت نعرف هذاك سيني وكتبي لي لو نوتيري. الرسول واش. هذا تسمحي لي برك نشوف لها ولدي اسكي تباس encore. Voilà. Alors, en Algérie, le diabète vient en deuxième position dans le classement des maladies chroniques après l'hypertension artérielle. Et on remarque une hausse de prévalence depuis 2003 à 2019, qui est passée de 8% à 14,4%. Alors, l'Algérie est un pays à forte incidence de diabète de type 1 aussi, pour lequel l'insulinothérapie reste le principal traitement. Alors, dans le monde, il y a environ 30% des diabétiques qui utilisent l'insuline, soit seuls ou en combinaison avec les antidiabétiques oraux. Maintenant, il y a plusieurs dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le traitement du diabète, à savoir les stylos d'insuline, les pompes à insuline. Sauf que pour les pompes, donc, ce sont des dispositifs qui sont pas vraiment, qui n'ont pas encore pris leur place ici, c'est-à-dire en Algérie. Ce sont des dispositifs qui sont utilisés beaucoup plus chez la population pédiatrique. Et ce sont des dispositifs aussi qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Donc, les stylos sont beaucoup plus utilisés dans la prise en charge du diabète. Alors, il faut savoir qu'il y a plus des 2 tiers des patients qui préfèrent les stylos pré-remplis d'insuline dans le monde. Et une étude qui a été réalisée dans l'Ouest algérien au niveau de Tlemcen en 2019 par Boukli Hassan et ses collaborateurs. D'ailleurs, c'est l'une des rares études réalisées. Donc, dans cette étude, on compte environ 98% des patients qui utilisent ces dispositifs médicaux. Donc, on voit bien que ce sont des dispositifs qui prennent leur place dans la prise en charge du diabète, notamment le diabète de type 1. Et c'est la raison du choix de cette communication d'ailleurs. Maintenant, on va passer à la description et à la classification de ces dispositifs.
Alors, il faut savoir que les dispositifs médicaux sont classés en quatre classes. On a la classe 1, la classe 2A, la classe 2B et la classe 3. Donc, ce classement, il est fait par rapport aux risques liés à leur utilisation. Donc, la classe 1, ce sont les dispositifs médicaux euh, liés à un risque faible lors de leur utilisation. La classe 2A, ce sont les dispositifs qui présentent un risque modéré. La classe 2B, et c'est la classe d'ailleurs des stylos pré-remplis d'insuline. Donc, ce sont les dispositifs à risque élevé. Et on a la classe 3. Ce sont les dispositifs à risque très élevé. Alors, les stylos d'insuline appartiennent à la classe 2B. Donc, leur forme est celle d'un stylo. Donc, ils contiennent un réservoir dans lequel se trouve le principe actif, c'est-à-dire l'insuline. Ils sont dotés aussi d'une vis doseuse qui permet de régler la dose en unité, la dose d'insuline à administrer, et d'un bouton poussoir qui permet d'administrer ou bien d'éjecter la dose adéquate. Alors, ce sont des dispositifs sur lesquels on va visser des aiguilles. Alors, les aiguilles, par contre, appartiennent à la classe de A. Alors, leur taille varie de 4 millimètres jusqu'à 12 millimètres. Et ce sont des dispositifs à usage unique. C'est-à-dire, ce sont des dispositifs qui ne doivent pas être réutilisés après une première fois. Alors, les stylos présentent l'avantage d'être plus précis, d'être moins douloureux par rapport à la seringue intradermique, plutôt, voilà, la seringue auparavant utilisée, d'être plus discret et plus pratique. Maintenant, on va passer aux nouvelles recommandations sur les bonnes pratiques d'utilisation de ces dispositifs. Et ce sont des recommandations du forum Fit Canada. Donc, il s'agit d'un forum dédié aux techniques d'injection. Et dont la dernière version a été publiée en 2020, c'est la quatrième version. Donc, ce sont des recommandations qui sont élaborées sur la base de pratiques fondées sur des données probantes. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based practices. Pourquoi? Afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et en matière de prise en charge de diabète et de techniques d'injection. C'est-à-dire que l'élaboration de ces recommandations, elle est basée sur des preuves qui sont des données qui sont probantes, c'est-à-dire de fortes preuves. Alors, euh, maintenant, on va passer aux étapes, euh, c'est-à-dire quelles sont les étapes primordiales lors de l'injection d'insuline. La première étape, c'est la préparation, c'est-à-dire la préparation, que ce soit du patient ou bien du personnel paramédical. Première des choses à faire, c'est de bien se laver les mains. C'est-à-dire, il faut s'assurer que les mains soient propres, ainsi que la région d'injection. Alors, si le patient est à domicile, il peut nettoyer la zone d'injection avec de l'eau. Maintenant, s'il est au niveau hospitalier, donc il doit désinfecter de préférence avec de l'alcool. Il doit laisser cette zone sécher avant de s'injecter. Pourquoi on utilise l'alcool en milieu hospitalier? Parce qu'en milieu hospitalier, il y a un très grand risque d'infection nosocomiale, comme vous le savez. Donc, il n'est pas recommandé d'utiliser l'alcool si le patient il est à domicile. Maintenant, si on est devant de l'insuline pré-mélange ou bien un pH, il faut veiller à bien homogénéiser la préparation. C'est-à-dire, quand vous le savez, l'insuline pré-mélange, une fois laissée pendant un certain temps, donc il va y avoir formation de deux phases. Donc, on a la poudre et la phase liquide. Donc, il faut bien homogénéiser le principe actif avant de l'injecter. Comment le faire? Ben, on doit rouler le stylo 10 fois et le basculer 10 fois de haut en bas afin que la préparation soit homogène. Donc, il faut éviter tout de même de secouer vigoureusement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on secoue vigoureusement, il va y avoir formation de bulles d'air. Et en fait, ces bulles d'air euh, vont, euh, vont influencer sur la dose administrée.
C'est-à-dire, au lieu que le patient, par exemple, administre 5 ou 6 unités, donc la formation de ces bulles d'air va diminuer la dose injectée. Maintenant, pour le choix de l'aiguille, donc on avait dit que l'aiguille, elle est à usage unique. Maintenant, comment choisir la taille idéale de l'aiguille? Il faut savoir que l'absorption de l'insuline, elle est optimale dans le tissu sous-cutané. C'est le tissu qui est représenté en jaune dans la photo. Il faut éviter que l'injection soit au niveau musculaire. Pourquoi? Parce qu'au niveau intramusculaire, il y a un risque élevé de, d'engendrer une hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque le principe actif il est administré au niveau musculaire, il va être absorbé plus rapidement que lorsqu'il est introduit au niveau sous-cutané. Donc il faut s'assurer que l'injection est faite au niveau du tissu sous-cutané et non pas du tissu et non pas au niveau du muscle. Alors la variation interindividuelle de la peau, elle est presque elle est très basse, c'est-à-dire il n'y a pas une grande variation interindividuelle pour la taille de la peau, avec une moyenne de 2 millimètres. C'est-à-dire si on utilise une aiguille qui est dans la taille est supérieure à 2 millimètres, légèrement supérieure, donc on est sûr qu'on est au niveau du tissu sous-cutané. Il faut tout de même éviter, selon les nouvelles recommandations, les aiguilles, les longues aiguilles, c'est-à-dire de 8 millimètres ou bien de 12 millimètres. Euh, Parce qu'il s'est avéré que lors de l'utilisation d'aiguilles qui sont plus ou moins longues, l'insuline va être introduite au niveau musculaire et non pas au niveau sous-cutané. Donc l'idéal, c'est d'utiliser des aiguilles de 4 millimètres, de 5 ou bien de 6 millimètres au maximum. Alors, bien sûr, quelle que soit la taille du patient, c'est-à-dire même si le patient il est obèse, on peut utiliser euh, une aiguille de 4 ou de 5 millimètres. Alors, auparavant, on croyait que si on est devant un patient qui est obèse, donc il faut privilégier une aiguille qui est longue, alors que non. Les nouvelles recommandations prétendent que l'utilisation des aiguilles de 4 ou bien de 5 ou de 6 millimètres, elles sont universelles, c'est-à-dire quelle que soit la taille du patient. Maintenant, chez les adultes, il faut que l'injection soit réalisée à un angle de 90 degrés par rapport à la surface de la peau. Si on est devant un patient qui est maigre ou bien un enfant, donc il faut réaliser un pli cutané euh, ou bien faire l'injection à un angle de 45 degrés. Alors, comment réaliser le pli cutané ou bien le lifting? Donc, il ne faut pas trop serrer entre les deux doigts, c'est-à-dire qu'il faut légèrement soulever la peau afin de ne pas prendre entre les deux doigts du tissu musculaire comme le montre la photo. Voilà. C'est-à-dire, on est sûr qu'on est devant le tissu sous-cutané. Une remarque très importante, il ne faut jamais réutiliser l'aiguille, comme on l'avait déjà vu. Alors, chose qui ne se passe pas malheureusement dans nos pratiques. Généralement, les patients réutilisent les aiguilles. Alors, une étude qui a été réalisée au niveau de la région de Sidi Bel Abbès avait montré que 97% des patients réutilisent euh, les aiguilles des stylos, chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, l'aiguille va devenir tranchante. Et une fois l'aiguille est tranchante, donc, il va y avoir formation de l'hypohypertrophie. Donc, ce sont l'une des complications d'une mauvaise technique d'injection. Bien sûr, il faut amorcer le stylo avant de l'injecter. Donc, il s'agit de se débarrasser de l'air qui se trouve lors de l'insertion de l'aiguille. Donc, comment le faire? Il faut pointer l'aiguille vers le haut et régler la dose de à 2 ou 3 unités. Donc, ça dépend du mode d'emploi du stylo. Il faut répéter l'action si on en a besoin jusqu'à ce que les gouttelettes se s'écoulent. C'est-à-dire, une fois on voit
une ou deux gouttes d'insuline qui s'écoulent. Donc, on va arrêter. Pour ce qui est du temps d'injection, donc on avait remarqué que la plupart des patients diabétiques qui utilisent les stylos d'insuline se précipitent lors de leur utilisation. C'est-à-dire qu'ils s'injectent de l'insuline dans un laps de temps très court, qui ne dépasse pas les 4 ou 5 secondes. Or, les nouvelles recommandations euh, précisent que l'injection doit être réalisée pendant un temps minimum de 10 secondes. C'est-à-dire qu'il faut compter jusqu'à 10 avant d'enlever le stylo. Et il y a eu une corrélation positive qui a été montrée à travers une étude que plus le temps d'injection il est long, plus on obtient un meilleur équilibre glycémique. Maintenant, on va passer au site d'injection. Il faut savoir que chez l'adulte, les quatre sites recommandés sont l'abdomen, les cuisses, les fesses et la partie arrière du bras. Donc, ce sont les quatre zones. Pourquoi? Parce que ce sont des zones qui sont plus ou moins riches en tissu sous-cutané, mis à part la partie arrière du bras chez une personne qui est maigre. Alors, la partie la plus recommandée, c'est l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une partie qui est plus ou moins large, c'est-à-dire on peut faire des rotations au sein de cette partie-là. Et c'est une partie qui est, donc c'est une zone qui est facilement accessible, contrairement par exemple à la partie arrière du bras. Donc, il n'est pas du tout recommandé de s'auto-injecter de l'insuline euh, au niveau de l'arrière du bras parce que c'est une zone qui est difficile à atteindre. Donc, il y a un plus grand risque de se blesser ou bien de ne pas très bien s'injecter. Or, les deux études réalisées en Algérie avaient montré que le bras était la partie la plus préférée des patients algériens. Donc, on voit qu'on est un peu à côté des recommandations. Bien sûr, les personnes diabétiques doivent effectuer une rotation structurée avec des points d'injection à l'intérieur de la même région. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire si, par exemple, on est au niveau de l'abdomen, donc il faut subdiviser cette zone en quatre parties. Il faut, par exemple, choisir pendant la première semaine une des quatre parties et réaliser des sites d'injection espacés de 2 cm au sein d'une même portion. Et la semaine suivante, il faut passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie numéro 2. Et ainsi de suite, jusqu'à réalisation d'une rotation complète. Ensuite, on peut passer, par exemple, au niveau des cuisses. Donc, il est très important de réaliser des rotations au niveau du site d'injection. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'éviter, comme on l'avait dit, les lipohypertrophies. Voilà. Donc, l'hypohypertrophie, donc c'est une anomalie du tissu adipeux qui est souvent associée à l'injection de l'insuline. Donc, c'est une des complications qu'on voit chez la majorité des patients diabétiques qui utilisent l'insuline. Bien sûr, s'injecter de l'insuline au niveau de la lipohypertrophie peut engendrer des fluctuations qui sont inexpliquées de la glycémie. C'est-à-dire, on peut remarquer des hyperglycémies, des hypoglycémies. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, donc, l'absorption de l'insuline euh, va, va être modifiée. D'accord? Donc, il ne faut jamais s'injecter de l'insuline au niveau des lipohypertrophies. Bien sûr, le professionnel de santé doit examiner les ondes d'éjection du patient au cours des consultations. Maintenant, pour ce qui est de l'élimination des aiguilles, il est très important d'enseigner dès le début aux personnes diabétiques comment jeter le matériel d'injection de façon sécuritaire. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser des conteneurs à aiguilles. Donc, ailleurs, les conteneurs sont disponibles au niveau des officines, par exemple, ou même au niveau hospitalier. Donc, les aiguilles ne doivent jamais être rebouchées ou bien recapuchonnées. C'est une pratique qu'on voit couramment
Donc, il faut enseigner le patient à ne pas rebouchonner l'aiguille parce qu'il y a un très grand risque de se blesser lors de cette manipulation. Donc, il faut directement, après une utilisation, se débarrasser de l'aiguille au niveau des conteneurs. Dernier point, c'est la conservation des stylos. Donc, il faut savoir que les stylos qui ne sont pas encore entamés doivent être conservés au réfrigérateur, c'est-à-dire à basse température, entre 2 et 8 degrés. Une fois le stylo ouvert, il peut être conservé pendant une durée maximale de 1 mois à une température ambiante, c'est-à-dire entre 15 et 30 degrés. Maintenant, dans l'été, par exemple, on peut mettre le stylo dans un endroit qui est frais. Bien sûr, l'insuline ne doit jamais être congelée ni exposée à des chaleurs extrêmes supérieures à 30 degrés parce que, il va y avoir une détérioration de cette protéine. Alors, il s'agit d'une étude qui a été réalisée au niveau de la région de Sidi Bel Abbès qui avait évalué l'usage de ces dispositifs médicaux chez les patients diabétiques de la région. Donc, on avait remarqué que 44% des diabétiques avaient une mauvaise utilisation de ces dispositifs médicaux. Et lors de l'identification des facteurs associés à cette mauvaise utilisation, on avait trouvé que la formation initiale en pratique d'injection par le professionnel de santé ou bien le pharmacien hospitalier était un facteur qui est fortement associé euh, à la pratique d'injection. C'est-à-dire que les personnes qui n'étaient pas formées au préalable à l'utilisation, c'est-à-dire les patients qui n'étaient pas formés dès le début sur l'utilisation des stylos d'insuline, étaient ceux qui commettaient le plus d'erreurs lors de leur utilisation. Donc, d'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique de ces patients. Donc, c'est une des missions du pharmacien, qu'il soit hospitalier ou bien officinal. Donc, il faut que le pharmacien élabore des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients ainsi que pour le personnel médical et paramédical. Donc, c'est la mission du pharmacien. Il a été démontré que l'éducation thérapeutique sur la maîtrise des techniques d'injection améliore de façon significative le taux de l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques. Bien sûr, les patients peuvent ne pas être conscients de l'existence de guides ou bien de maquettes qui sont délivrées par les producteurs ou bien les fabricants d'insuline. Mais il faut tout de même faire un rappel pour ces patients, élaborer des programmes d'éducation thérapeutique afin de bien les éduquer. Alors, bien sûr, éduquer, euh, ce n'est pas informer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'éducation thérapeutique pendant une séance lors de la consultation, ou bien pendant une dizaine ou une dizaine de minutes, ou bien un quart d'heure. Donc, c'est un processus qui est continu et permanent. C'est tout un programme qui doit être élaboré. Donc, ça commence par un diagnostic éducatif. C'est quoi le diagnostic éducatif? C'est-à-dire qu'il faut rencontrer le patient, il faut parler avec le patient, voir sa position vis-à-vis son traitement, le contexte social, le contexte clinique du patient, ainsi que le niveau intellectuel. Donc, une fois le diagnostic éducatif il est élaboré, on peut par la suite passer au contrat éducatif, c'est-à-dire on doit élaborer des objectifs de ce programme d'éducation. Quels sont les objectifs? Donc les objectifs diffèrent d'un patient à un autre. Quels sont ces objectifs et quelle est la durée euh, pendant laquelle on doit les atteindre? Une fois le contrat éducatif il est élaboré et il est validé par le patient aussi, c'est-à-dire une fois on obtient l'accord du patient, on passe à la mise en place de ces actions, c'est-à-dire l'apprentissage individuel ou bien collectif. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui sont réalisés de manière individuelle, c'est-à-dire le praticien ou bien le pharmacien hospitalier avec le patient. Il y a d'autres programmes qui doivent être entrepris en groupe,
Par exemple, chez les patients de la population pédiatrique, chez des enfants, par exemple, où on doit très bien expliquer la technique d'injection en utilisant des mannequins ou bien des dessins adaptés à leur âge. La dernière étape, c'est l'étape d'évaluation, c'est-à-dire une fois le programme d'éducation thérapeutique a été élaboré, on doit évaluer ou bien réévaluer les connaissances du patient ou bien l'équilibre glycémique du patient, si on est par exemple dans le diabète, après cette éducation thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce que ça a donné un effet ou bien non. C'est-à-dire, l'évaluation, c'est la dernière des étapes d'un programme d'éducation thérapeutique. Voilà, donc pour conclure, on avait remarqué qu'il y avait de grands écarts entre la technique d'injection d'insuline et les recommandations, les nouvelles recommandations des bonnes pratiques, notamment en Algérie. L'éducation thérapeutique, c'est un facteur de risque qui est lié au mauvais usage des stylos d'insuline. Donc, l'éducation thérapeutique, on avait dit que c'est la mission du pharmacien, d'où l'intérêt de réaliser des formations médicales continues, que ce soit pour le personnel médical ou paramédical, ou bien pour les patients, afin de bien les éduquer pour avoir un meilleur équilibre de la maladie. Donc, il est temps d'entreprendre d'autres études à l'échelle nationale, ainsi que d'autres programmes de formation médicale continue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, s'il y a des questions, on peut le débattre. Merci. Docteur Messafer, Oui, vous êtes toujours avec nous. Est-ce qu'on passe oui, aux oui, questions? Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions? c'est quand vous voulez. Oui. Alors, on vous invite à poser des questions. Moi, personnellement, je voudrais éclaircir un point. Oui, Dans votre communication, quel serait le rôle du pharmacien clinicien? je vais répondre directement. D'accord. Parce que Quand vous parlez du pharmacien, vous avez oui, donné euh, des l'acte, vous avez donné l'acte de soins et vous avez oui, donné l'éducation thérapeutique. oui, Maintenant, entre les deux, on retrouve le mhm, paramédical, on retrouve le médical, on peut oui. retrouver le pharmacien. Je voudrais éclaircir que vous nous renseigniez sur le rôle du pharmacien dans ce sens. Et ensuite, vous C'est-à-dire le rôle du avez, je ne pharmacien sais pas si en vous... clinique, Oui, c'est ça. en clinique, par rapport à la question que vous avez exposée. Très bien. Alors, je reviens à l'éducation thérapeutique. Donc, il faut savoir que l'éducation thérapeutique, c'est un programme généralement qui est entrepris en groupe. C'est-à-dire, c'est pas seulement un pharmacien qui va faire toutes les procédures. Donc, ce sont des tâches qui sont, on va dire, divisées entre plusieurs personnes du domaine médical. C'est-à-dire, on retrouve le psychologue, on retrouve le pharmacien clinicien, on retrouve aussi le pharmacien éducateur, si on peut dire ça. On trouve aussi le médecin et le paramédical. D'accord? Donc, c'est un travail de groupe, si on peut dire. Le pharmacien en clinique, comment est-ce qu'il peut intervenir? Bien sûr, il peut surveiller, si on est dans le milieu hospitalier, il peut surveiller, c'est-à-dire la prise du traitement ou bien l'injection d'insuline au niveau de ces patients, c'est-à-dire lors de leur utilisation. Il peut aussi vérifier, c'est-à-dire l'équilibre glycémique du patient, c'est-à-dire voir le taux de l'hémoglobine glyquée, s'il s'améliore ou bien il ne s'améliore pas, voir la glycémie à jeun du patient. Et donc, c'est lui qui va, si on peut dire ça, c'est lui qui va intervenir dans la dernière étape, beaucoup plus. On parle du pharmacien clinicien, d'accord? La dernière étape qui est l'étape d'évaluation, c'est-à-dire il va vérifier l'équilibre glycémique du patient. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou pas. Pour ma part, oui.
Mais je ne sais pas si les autres ont des questions. Alors, conservation de l'insuline après ouverture. Oui. Donc, j'avais déjà... C'est une question? Oui, regardez le chat, regardez le chat. Vous avez la Oui. première question, elle est à 10h13. Oui. Alors, pour la conservation de l'insuline, donc on avait dit que avant première ouverture du stylo, donc les stylos doivent être conservés à basse température, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés. Une fois le stylo est ouvert, on peut le laisser à température ambiante, d'accord? C'est-à-dire, bien sûr, ça doit pas être la température ambiante ne doit pas être très élevée. Maintenant, si on est en été, comme je l'avais déjà dit, on peut le mettre au frais, d'accord? Il faut éviter de congeler les stylos. Il faut aussi éviter de les exposer à des températures qui sont très élevées. Maintenant, si le stylo a été, on voit que le stylo a été exposé lors du transport, par exemple, à une température qui est élevée, on ne doit pas l'utiliser. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à la conservation des stylos. Maintenant, s'il y a d'autres questions, je suis en train de regarder le chat. Conservation de l'insuline, c'est bon. Et l'injection d'insuline au niveau de l'abdomen se fait en position debout ou allongée. Donc, il n'y a pas d'indication. Maintenant, si le patient il est allongé, on peut le faire. Si le patient il est debout, on peut aussi le faire. D'accord? Donc, il n'y a pas de préférence. Maintenant, il y a des patients qui, par exemple, lors de l'injection d'insuline, certains patients peuvent présenter un malaise. D'accord? Donc, si on est devant ce cas, on doit faire cet acte soit en position assise ou bien allongée si on sait déjà que le patient présente ou bien a déjà présenté des malaises lors de l'injection d'insuline. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on peut continuer à utiliser un stylo d'insuline après 30 jours d'utilisation? Non, il n'est pas recommandé du tout d'utiliser le stylo d'insuline après 30 jours d'ouverture. C'est-à-dire, une fois le stylo a été ouvert, on ne doit pas l'utiliser après un mois d'ouverture. Question suivante. Les stylos non entamés, laissés dehors du réfrigérateur dans un endroit frais, peuvent-ils être utilisés? Je reviens aux recommandations. Si le stylo n'a pas encore été ouvert, il a été laissé pendant une certaine durée dehors, c'est-à-dire il n'a pas été conservé au réfrigérateur, il n'est pas recommandé de l'utiliser. C'est-à-dire même pour le transport. Par exemple, le patient se déplace au niveau de la pharmacie pour récupérer son stylo. L'idéal, c'est qu'il ramène avec lui un dispositif de conservation. C'est-à-dire, il y a des trousses, vous le savez déjà, il y a des trousses de transport dans lesquelles on trouve des icebox qui vont, c'est-à-dire, laisser la température basse. Voilà, donc il doit utiliser ces dispositifs de transport. Question suivante, est-ce qu'on peut avoir l'enregistrement? Bon, l'enregistrement de la formation, donc il faut voir avec Dr. Gougen. Euh, Avancez, avancez, vous avez une question. Meilleure région, la durée de conservation. Est-ce qu'on peut... Meilleure région pour l'injection d'insuline, c'est l'abdomen. Donc, on l'avait déjà dit. L'abdomen, c'est la meilleure région. Pourquoi? Parce que c'est une région qui est large et qui est facilement accessible par le patient. La durée de conservation, vous avez répondu. Voilà. En cas de gonflement de peau, quoi faire? L'alcool. En, en cas de gonflement, ça vous parler de l'hypohypertrophie ou bien le gonflement juste après injection? Je pense après injection. On commence d'abord après injection. Donc, le gonflement juste après injection, ça veut dire que l'insuline n'a pas été administrée au niveau sous-cutané. C'est-à-dire, elle est au niveau, on peut dire, de la peau. Des fois, on remarque que juste après l'injection, que l'insuline forme une sorte de boule au niveau du site d'injection. Mais il ne faut pas agir. C'est-à-dire, il ne faut pas refaire l'injection. Il faut laisser. Bien sûr, l'absorption peut être lente de cette insuline. C'est-à-dire, au lieu que l'action soit faite, par exemple, à 1 heure, son action, c'est-à-dire son effet maximum, au lieu qu'il soit à 1 heure, donc la durée va être allongée. Conservation d'insuline, injection flacon, c'est la même chose. Que ce soit en flacon ou bien
en stylo, donc il faut conserver au frais. Et Voilà. au niveau des urgences, Ben, c'est le réfrigérateur. c'est la même chose. Voilà. Hmm. Très bien. Pour les flacons insuline comme NPH, donc on l'avait dit qu'il faut homogénéiser avant injection. C'est la même chose, c'est les mêmes procédures, sauf que pour l'NPH ou bien pré-mélange, donc il faut bien homogénéiser la préparation avant de l'injecter. Voilà. Dites-moi maintenant, est-ce qu'ils vous ont posé la question, est-ce que vous pouvez leur envoyer la communication? Est-ce que vous pouvez nous la transférer? Vous me laissez les adresses? Je sais pas. Non, attendez, on ne vous laisse pas les adresses. C'est facile. Est-ce que la question que je vais vous poser d'abord, est-ce qu'elle est sous PDF? Non, c'est une communication en PowerPoint. Est-ce que vous acceptez de la donner? Je peux partager avec vous un support, c'est-à-dire qui a été préparé sur la base de cette communication. Pas de D'accord. problème. Vous allez au niveau de discussion, vers le bas, il y a un petit cadran qui s'appelle fichier. D'accord, d'accord. Et vous Donc je cliquez vais sur ce l'envoyer. fichier et vous l'envoyez. D'accord. Ordinateur et vous l'envoyez. Voilà. Continuez après, date de péremption, quelle durée peut-on un peu après cette date? Alors, après la date de péremption, il ne faut pas utiliser l'insuline. Il est recommandé de ne pas utiliser l'insuline après sa date de péremption. D'accord? Et c'est d'ailleurs l'une des premières étapes. C'est-à-dire, avant d'utiliser le stylo, il faut bien vérifier sa date de péremption. Hmm. Il y a d'autres questions, donc je vais répondre en attendant. Si le patient fait ses injections uniquement en arrière-bras, docteur Gougam, est-ce que vous pouvez passer le micro à professeur Achouri? Oui, sans problème. Oui. Une seconde. Si le patient fait... Alors, activez votre son, professeur Achouri. Allez-y. Allez-y. Voilà. Merci. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Plaisir. C'est moi qui vous remercie. Donc, il y a une dernière question, si vous permettez de répondre. Si le patient fait ses injections uniquement en arrière-bras, jusqu'à ce qu'elles deviennent un peu dures, il refuse de la faire dans un autre endroit. Est-ce que cela donne son effet? Bien sûr, bon, parce il va y avoir formation. Déjà, à l'arrière-bras, il n'est pas tellement recommandé lors de l'auto-injection. Euh, et si le patient s'injecte au niveau du même site, donc il va y avoir forcément formation de lipohypertrophie, comme vous l'avez cité. Et l'injection au niveau de ces lipohypertrophies n'est pas du tout recommandée. Pourquoi? Parce que l'effet de l'insuline va être modifié. Donc, il va y avoir soit des hypoglycémies, soit des hyperglycémies, mais ce n'est pas l'action normale du principe actif. Donc, il n'est pas du tout recommandé. Il faut changer de site. Même si le patient refuse, il faut bien l'éduquer. Comment savoir si l'insuline est de bonne qualité si on n'a pas de résultats avec traitement? Alors là, on peut pas incriminer l'effet de l'insuline. C'est-à-dire qu'il faut voir avec les médecins traitants. L'hypertrophie, elle est définitive. Euh, on ne peut pas dire qu'elle est définitive, c'est-à-dire il y a une prise en charge pour l'hypertrophie. La première des choses, c'est de ne pas s'injecter au niveau de ces sites. Il est recommandé aussi d'utiliser des émollients au niveau de ces sites afin de rendre cette partie plus ou moins tendre. Et avec le temps, ça peut partir. La température qui dénature l'insuline. Selon les nouvelles recommandations, il n'est pas recommandé d'exposer l'insuline à des températures supérieures à 30 degrés. Voilà. Je ne sais pas si professeur Acholi voudrait intervenir. Oui, justement. On lui a Euh, ouvert le micro. Hein. Merci beaucoup.
Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Dr Messafar du contenu de, de sa présentation. Et je vais un petit peu sortir du sujet en lui posant une question sur les autres dispositifs médicaux. Donc, je pense que même les dispositifs d'autosurveillance glycémique doivent être concernés par l'éducation thérapeutique. Et je ne sais pas s'il y a des études algériennes qui ont rapporté des résultats par rapport à l'éducation thérapeutique et les dispositifs de surveillance, c'est-à-dire les glucomètres et les dispositifs de surveillance continue. Vous parlez du pharmacien spécialement ou là en général? Non, non, en général, en général. En général, oui, je pense qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu. Oui. Mais je ne peux Alors, pas vous oui, orienter, je ne suis pas diabétologue, mais si par oui. contre il y a eu, si vous voulez après, je vous donne les coordonnées de diabétos que vous pouvez contacter par la suite, qui ont fait des études récentes. Il y a eu une étude dans l'Ouest algérien concernant l'autosurveillance glycémique. Je pense qu'il y a Mhm. 2 ans, 2 ou 3 ans. Il s'agissait d'une évaluation des pratiques des patients vis-à-vis leur glucomètre. Donc, apparemment, il y a aussi des recommandations d'utilisation des glucomètres. Comment choisir son glucomètre, comment bien le calibrer, comment effectuer une mesure glycémique correctement. Et il y a une étude qui a été réalisée dans ce sens dans l'Ouest algérien. Merci beaucoup, merci. D'accord. Je- il y a d'autres questions ou je peux passer à la deuxième présentation? Je pense qu'on passe à la prochaine parce que s'il y a des questions, ils peuvent les écrire et on reviendra dessus après, hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous parle de fiabilité de glucomètre. Donc, je remercie encore une fois Dr Bougam et Dr Messafer et je vais passer à la deuxième partie de cette session dédiée à la formation continue concernant l'usage rationnel des, des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc, comme vous le savez, l'usage rationnel des médicaments et des dispositifs médicaux est un souci de bon usage, mais également il s'agit d'une question de médico-économie et de rationalisation des dépenses, d'où tout l'intérêt de l'évaluation des technologies de santé d'un point de vue pharmaco-économique. Et c'est le sujet de ma présentation où on assiste depuis maintenant plusieurs années à des progrès révolutionnaires en matière de prise en charge des pathologies. Ces progrès ne sont pas récents, ils datent de plusieurs décennies avec la découverte, par exemple, de la phénacétine, le premier médicament à être industrialisé pour la prise en charge de la douleur, ensuite de l'aspirine en 1899, ensuite la grande découverte de l'insuline, c'est-à-dire l'extraction de l'insuline à partir du pancréas d'animaux, et enfin en 1940 la découverte des antibiotiques qui a sauvé des vies, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces progrès, on peut les résumer en trois grandes étapes. La première étape, c'est le début de l'utilisation des produits biologiques en 1920 avec la découverte de l'insuline extrait de pancréas d'animaux. Ensuite, en 1972, avec la grande révolution en matière de biologie moléculaire et la technologie des ADN recombinants qui a permis de produire des médicaments d'origine biologique tels que les érythropoïétines, l'insuline recombinante, les facteurs de coagulation utilisés dans la prise en charge de l'hémophilie. Et enfin, une dernière découverte, c'est celle des anticorps monoclonaux qui a permis de traiter tout d'abord plusieurs pathologies cancéreuses, mais ensuite on est en train de l'utiliser actuellement dans la prise en charge de plusieurs pathologies. Donc, ces découvertes
ont changé le paradigme de la prise en charge des maladies et on passe d'un paradigme lié à l'utilisation des médicaments d'origine chimique vers l'utilisation des médicaments d'origine biologique. Cette révolution a créé vraiment un impact très important. Tout d'abord sur l'espérance de vie, et je vous cite les résultats des études de Lichtenberg, qui est un grand économiste de la santé, et qui a évalué un gain de 2,77 ans de l'espérance de vie suite à l'utilisation des innovations thérapeutiques dans la prise en charge du cancer. Et ce gain a été estimé à 331 000 années de vie gagnées suite à l'utilisation de certains médicaments anticancéreux. Le même auteur a estimé que plus de 100% de l'augmentation des dépenses pharmaceutiques attribuable à l'utilisation des médicaments innovants a été compensée par une réduction des dépenses hospitalières. Et les exemples sont multiples. Je vous donne par exemple l'exemple de l'hémophilie où l'utilisation des facteurs de coagulation a vraiment révolutionné la qualité de vie des patients à travers la réduction des complications articulaires, à travers la diminution du nombre d'injections par jour. Et elle a changé le paradigme du traitement de cette maladie. Il y a quelques années, le traitement était un traitement à la demande, le nombre d'hémorragies était très élevé et actuellement, on parle d'objectif de zéro saignement, voire de la guérison de la maladie avec l'apparition des thérapies cellulaires. Un autre exemple, c'est celui du VIH. Lors de la découverte du VIH en des années 80, l'espérance de vie d'un patient diagnostiqué VIH positif était de 10 jours. Actuellement, l'espérance de vie d'un patient qui vit avec le VIH se rapproche, elle est vraiment très très proche d'un individu qui n'est pas atteint de cette maladie et elle a été estimée selon les dernières études de 40 années de survie après diagnostic de VIH. Un troisième exemple, c'est celui du mélanome malin métastatique. Donc en 1998, avec le traitement à base de dacarbazine et d'IL-2, l'espérance de vie ne dépassait pas 20 jours. Actuellement, suite à l'introduction de plusieurs médicaments, dont une bonne partie est actuellement disponible en Algérie, on assiste à des patients qui sont longs survivants avec un mélanome métastatique. Et les exemples sont multiples en cancérologie, en rhumatologie, en gastroentérologie, dans plusieurs spécialités. Les médicaments innovants ont révolutionné la prise en charge de plusieurs maladies. Donc, d'où l'intérêt, tout d'abord, de les évaluer sur le plan clinique, parce que l'évaluation clinique, c'est le gold standard. On ne peut utiliser un médicament chez des patients sans l'évaluer sur le plan clinique. Et ceci pour évaluer la sécurité et l'efficacité de son utilisation avec les 4 phases classiques qu'on connaît, la phase 1, la phase 2, la phase 3 des essais cliniques randomisés en double aveugle et enfin la phase 4 qui était tout d'abord la phase de pharmacovigilance. Donc, classiquement, la phase 4 n'était concernée que pour la surveillance de pharmacovigilance, mais actuellement, avec l'augmentation des coûts de ces médicaments, la phase 4 devient une phase très, très importante. Mais tout d'abord, on va parler des 3 premières phases. Les 3 premières phases, la phase 1, 2 et 3, permettent l'accès à l'innovation pour la prise en charge des maladies, mais également, elle permet la formation des équipes et l'amélioration des structures de soins, la progression des connaissances et l'amélioration des soins prodigués aux patients, et également l'enrichissement des données locales et l'impact positif sur l'environnement économique en général. Et l'Algérie est dotée d'une réglementation stricte en matière d'évaluation clinique. Donc, un exemple très, très impactant sur l'évaluation maintenant médico-économique des médicaments, l'apparition de ces maladies, de ces traitements et l'augmentation de leur prix et de leur coût. Je vous donne l'exemple, par exemple, du mélanome métastatique avancé. Le coût de la prise en charge d'un patient était estimé en 2004 à 1 600 € par patient, mais actuellement, il est de 300 000 € par patient. Donc, une augmentation de 165 fois en une quinzaine d'années. Le coût de traitement est de plus en plus élevé compte tenu des populations restreintes où le besoin médical non couvert est vraiment
parfois très important. Et l'allongement de la durée des traitements, parce que, par exemple, pour le mélanome, les patients vivent plus longtemps, donc ils seront concernés par le traitement encore plus longtemps. Je vous donne un exemple maintenant global. C'est une étude de l'IQVIA qui a évalué les dépenses en matière de santé et on assiste à une évolution continue de ces dépenses qui sont parfois de l'ordre de 12% d'augmentation par année. Et les classes les plus concernées sont l'oncologie, l'immunologie et la diabétologie. Par exemple, en oncologie, maintenant, les tumeurs les plus concernées sont le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, qui sont des cancers très fréquents, mais également le myélome multiple et le cancer colorectal, qui sont concernés par une augmentation continue des dépenses liées à la prise en charge de ces maladies. D'où les débats qui sont de plus en plus fréquents sur le prix des médicaments innovants, le coût de la prise en charge des maladies liées à l'utilisation des médicaments innovants. Et à côté de l'augmentation du coût, il y a d'autres constats qui participent à l'augmentation des dépenses en matière de médicaments et de dispositifs médicaux, tels que le vieillissement de la population, la demande croissante des services de santé, les patients deviennent plus demandants, la prévalence de maladies chroniques qui est de plus en plus croissante pour plusieurs facteurs, les facteurs environnementaux et la pollution, et ainsi que la sédentarité, d'où l'importance d'une allocation efficace et rationnelle des dépenses de santé, et ceci pour améliorer la soutenabilité financière qui devient vraiment un souci très important pour l'ensemble du système de santé dans le monde. Et cette amélioration nous appelle à parler de la valeur des médicaments, du value-based medicine, qui est un concept lié à la prise en charge des maladies avec des médicaments innovants. Et la valeur des médicaments, c'est une valeur tout d'abord d'efficacité, donc une valeur thérapeutique, mais elle est également une valeur économique, financière, sociologique, parce que souvent le patient est entouré d'une famille, les patients sont organisés en association, donc la prise en charge de plusieurs maladies devient une affaire de société et également une affaire mathématique, parce que pour évaluer les médicaments sur le plan médico-économique, on doit avoir des connaissances en statistiques et en mathématiques pour élaborer des modèles d'évaluation. Donc, je cite une citation de Warren Edward Buffett, qui est un homme d'affaires américain, qui parle de la différence du prix et de la valeur. Le prix, c'est ce qu'on paye pour avoir un bien de santé, mais la valeur, c'est ce qu'on va recevoir. Donc, parler de la valeur des médicaments va nous ramener de parler de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur intrinsèque d'un médicament ou d'un dispositif médical, c'est son efficacité et sa tolérance. Mais il n'y a pas que ça dans la prise en charge des maladies. Il y a l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire les services, l'hôpital, les médecins qui vont participer à la prise en charge du patient, les autres professionnels de la santé. Il y a également l'environnement culturel, c'est-à-dire les valeurs des patients. Il y a des traitements qu'on ne peut pas proposer à un patient algérien pour des raisons religieuses, culturelles, pour des raisons de valeur des patients. Et enfin, pour l'environnement futur, parce que la prise en charge des maladies euh, est, est vraiment liée à l'environnement futur, c'est-à-dire que toujours on doit avoir des unités de veille stratégique au niveau des comités médicaments, par exemple, pour savoir quels sont les médicaments qui sont en train c'est-à-dire quels sont les médicaments qui vont être enregistrés en Algérie, quels sont les médicaments qui sont en essai clinique et quelle est l'efficacité de ces médicaments. Donc, les professionnels de la santé
sont décideurs en matière de la prise en charge de ces médicaments et les pharmaciens hospitaliers, à travers leur rôle de dispensateurs des médicaments au niveau de nos établissements hospitaliers, ils ont un rôle très, très important, notamment dans le cadre des comités médicaments, en présence de leurs collègues médecins et bien sûr l'administration de l'hôpital. Et je vous fais ce rappel du cours sur l'assurance maladie en graduation de pharmacie. Le rôle de tout décideur, c'est pas seulement de traiter des patients, mais également de traiter un nombre encore plus important, d'offrir les meilleurs traitements et de réduire les dépenses des ménages, donc de réduire, plutôt d'améliorer la soutenabilité financière des patients. Et la prise de décision, elle est importante également. Il y a un facteur qui est très important, c'est le facteur temps. Donc, on doit essayer de minimiser le temps d'accès à nos patients de ces traitements, parce qu'un patient, lorsqu'il va bénéficier d'un traitement rapidement, c'est un bénéfice de l'innovation, donc c'est lié à la prise en charge de sa maladie, mais c'est également un bénéfice pour tout le système de santé, parce que lorsqu'on va introduire des médicaments rapidement, c'est une pérennité de la recherche et de développement des industries pharmaceutiques, soit algériennes, soit étrangères, installées en Algérie. Donc, la prise en charge des patients nécessite une prise de décision permanente. Et qu'est-ce que décider? Décider, c'est tout d'abord une opération intellectuelle débouchant sur un choix matérialisé par une action. La décision transforme les intentions des professionnels de la santé en action. Et la décision, c'est un choix d'une solution à un problème et elle intègre plusieurs dimensions. Il n'y a pas l'efficacité du traitement seulement, elle intègre des dimensions de communication, des dimensions humaines, des dimensions d'adhésion des hommes, etc. Donc, d'où l'intérêt de créer un cadre standardisé de la prise de décision afin d'avoir des médicaments et des innovations thérapeutiques autant opportuns et avec l'efficacité nécessaire, d'où l'intérêt de l'évaluation des technologies de santé, ou bien en anglais de Health Technology Assessment. Donc, pour vous montrer l'intérêt de l'évaluation des technologies de santé, l'an 2000, il y avait une vingtaine d'agences en Europe d'évaluation de technologies de santé. Une vingtaine d'agences, deux par exemple en France, quatre en Espagne, une en Angleterre, quatre en Angleterre et une par exemple au Danemark. Mais actuellement, en 2024, il y a plus de 100 agences d'évaluation de technologies de santé. Ces agences sont leur rôle est d'étudier les médicaments, le bon usage des médicaments, l'usage rationnel des médicaments et également son efficience, c'est-à-dire l'efficience, c'est l'efficacité liée au coût et à la valeur du médicament. Et ces agences ne sont pas seulement institutionnalisées et au niveau des tutelles, au niveau des ministères, mais également il y a des établissements hospitaliers qui ont des structures d'évaluation de technologies de santé qui sont liées, bien sûr, à la pharmacie de l'hôpital. Donc, l'évaluation des technologies de santé, c'est quoi? C'est un process multidisciplinaire qui résume les informations sur les aspects médicaux, sociaux, économiques et éthiques liés à l'utilisation d'une technologie de santé. Quand je dis technologie de santé, ça peut être un médicament, comme ça peut être un dispositif médical ou un réactif ou autre. Et ceci afin de fournir les informations aux décideurs. Souvent, le pharmacien au sein du comité médicament participe à la prise de décision et d'assurer l'optimisation des ressources. Donc, l'évaluation des technologies de santé fait appel aux ressources humaines, aux coûts, à l'efficience, aux aspects juridiques, aux aspects éthiques. C'est une démarche vraiment qui est pluridisciplinaire. Et je vous donne les résultats d'une étude qui a été publiée en 2018 sur la définition de l'innovation thérapeutique. Donc, on l'a définie parfois par sa nouveauté, parfois par les unmet medical needs, c'est-à-dire les besoins médicaux non assurés. Un médicament est considéré comme innovant lorsqu'il va venir dans un terrain où il n'y a pas un médicament déjà utilisé qui prend en charge cette maladie.
parfois elle est définie en matière de sécurité et parfois en matière de modalité d'administration. Par exemple, on a un médicament qui est administré par voie intraveineuse. Lorsque la voie sous-cutanée arrive, on peut la considérer dans plusieurs études comme une innovation. Et pour parler de l'évaluation des innovations, je vais vous donner rapidement trois exemples très classiques. Lorsqu'on parle d'évaluation de technologie de santé, souvent on parle de l'Allemagne, de l'Angleterre, ou plutôt du Royaume-Uni et de la France. Et ces pays sont des pays exemples en matière d'accès, notamment l'Allemagne, où lorsque l'agence européenne enregistre un médicament, il est d'emblée disponible sur le marché allemand. On va voir pourquoi. Mais avant de parler de l'allemand, parce qu'il y a deux paramètres qui sont utilisés en France, le service médical rendu, les paramètres sont vraiment très regardés par nos autorités en Algérie. Donc, ils sont utilisés pour, par exemple, pour l'élaboration des listes des médicaments remboursables par la commission de remboursement. Elles sont très regardées au niveau des établissements hospitaliers, que ce soit par les pharmaciens, que ce soit par nos confrères médecins, qui parlent souvent du service médical rendu, du SMR, et de l'ASMR, qui est l'amélioration du service médical rendu. Donc, tout d'abord, le service médical rendu, lorsqu'il est considéré comme majeur, en France, on rembourse souvent à 100%, voire à 65%. Lorsqu'il est considéré comme important, on rembourse à 65%. Lorsqu'il est considéré entre insuffisant et modéré, on rembourse entre 0 et 30%. Ça, c'est en France. En Algérie, c'est différent. Le remboursement, il est de 80, soit de 80, soit de 100%, mais souvent en fonction du service médical rendu, qui est très regardé par la Commission nationale de remboursement. Par contre, l'amélioration du service médical rendu, c'est un paramètre qui est souvent utilisé pour l'évaluation de l'innovation cette fois-ci. Et maintenant, comment l'évaluer? Le service médical rendu, il est évalué en termes d'efficacité et de tolérance, mais également en fonction de la place du nouveau médicament dans la stratégie thérapeutique, l'impact attendu sur la santé publique et la gravité de la maladie. Par contre, l'amélioration du service médical rendu, elle est évaluée en termes de démonstration de fiabilité, de critères de mortalité, de gravité de la maladie, de l'amélioration de la qualité de vie, ainsi des unmet medical needs, c'est-à-dire les besoins médicaux non pourvus. Ça, c'est en France. Maintenant, en Allemagne, le système est un petit peu différent parce que une fois le médicament est enregistré ou bien il a son autorisation de mise sur le marché par l'agence européenne, il est d'emblée introduit sur le marché allemand avec un prix libre pendant une année. Donc, durant la première année, le fabricant a la liberté de le commercialiser à n'importe quel prix. Ensuite, l'étape d'évaluation commence. Donc, l'étape d'évaluation, elle se fait par l'agence allemande d'évaluation des technologies de santé, qui est l'EQUIG. Donc, elle va évaluer la valeur thérapeutique et la valeur économique de ce médicament. Et ensuite, à partir de l'évaluation de cette valeur, un taux de remboursement est défini et également le prix est également défini. Et souvent, on assiste à une diminution du prix de ce médicament. Et ce prix est défini en fonction d'un benchmarking avec plusieurs pays européens, donc 5 pays européens. Ensuite, maintenant, l'Angleterre, c'est un autre exemple. L'Angleterre, une fois l'autorisation de mise sur le marché est donnée, on évalue ce qu'on appelle le QALY. Le QALY, c'est quoi? C'est un paramètre qui évalue la qualité de vie des patients, donc l'utilité de ce médicament. Et ensuite, à partir du QALY, on va calculer l'ICER. L'ICER, c'est le coût par QALY. Si le coût par QALY est inférieur à 20 000 livres sterling, généralement, les médicaments sont accordés avec une recommandation positive. Donc, on le commercialise facilement. Maintenant, si l'ICER est entre 20 000 et 30 000 livres sterling, là, il est souvent sujet de négociation. Par contre, si l'ICER est supérieur à 30 000, là, souvent, les médicaments sont refusés. Mais pas tout le temps, parce que parfois,
il y a des médicaments qui sont acceptés même avec un prix supérieur à 30 000 livres sterling par Quali. Je vous donne par exemple l'exemple du bevacizumab, du cetuximab, du trastuzumab, qui sont vraiment des innovations qui ont amélioré la prise en charge de plusieurs pathologies cancéreuses, notamment le cancer du sein et le cancer colorectal. Euh, Maintenant, pour faire la différence entre les trois systèmes, le système français, c'est un système qui permet de sécuriser tous les produits. Donc, le processus, c'est un processus d'évaluation de l'amélioration du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu. Au Royaume-Uni, le système est basé sur le QALY. Donc, à partir du QALY, on va accepter ou refuser le remboursement d'un médicament. Et le système allemand, c'est un système qui est basé sur les méta-analyses. Donc, on fait une méta-analyse, on prouve l'efficacité de ce médicament, et c'est à partir de cette méta-analyse qu'on va décider du pourcentage du remboursement. C'est une affaire de culture des pays. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, le système suédois, c'est un système qui est entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le système canadien, c'est un système qui est entre la France et le Royaume-Uni. Maintenant, comment on fait cette évaluation des technologies de santé? Il y a deux étapes importantes. L'étape de l'assessment, c'est-à-dire l'évaluation, et l'étape de l'appréciation, d'appraisal. L'étape de l'assessment, c'est une étape scientifique qui relève des pharmaciens et des médecins. Tout d'abord, on commence par une revue des synthèses des données probantes. À partir de cette revue, on obtient des données économiques et des données cliniques de bon usage. Et ensuite, on passe à l'étape de l'appréciation, qui est l'étape des décideurs. Donc, c'est l'étape du ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé peut demander aux pharmaciens et aux médecins des informations sur la revue de la littérature, mais il prend également en considération les contraintes budgétaires, l'équité, la valeur, l'éthique et l'acceptabilité de ce traitement par la société algérienne pour enfin prendre une décision. Est-ce qu'on introduit ce médicament au niveau des établissements hospitaliers ou on ne l'introduit pas? Donc, pour résumer ces étapes, tout d'abord, on évalue la sécurité et l'efficacité par les études cliniques. Et ensuite, on commence l'étape de l'évaluation des technologies de santé qui fait appel à la pharmacoéconomie. Donc, tout d'abord, on évalue l'effectiveness, c'est-à-dire l'efficacité en vie réelle, l'efficience et enfin l'abordabilité ou l'affordabilité en anglais qui est évaluée par les études d'impact budgétaire. Donc, pour prendre cette décision en matière de santé, il y a 4 paramètres qui interviennent. L'evidence-based medicine, c'est-à-dire les données cliniques, le fardeau de la maladie, donc sa gravité, les études médico-économiques pour évaluer l'efficience, et enfin l'analyse d'impact budgétaire pour évaluer l'affordabilité ou bien la soutenabilité financière du médicament ou du dispositif médical. Commençons par l'évaluation clinique ou bien l'evidence-based medicine qui fait appel à trois piliers de cette evidence-based medicine pour la prise de décision. C'est tout d'abord les meilleures données de la recherche. Donc, tout pharmacien hospitalier doit avoir au moins quelques bases de recherche documentaire sur PubMed, sur Cochrane Library, sur les bases de données qui sont actuellement accessibles gratuitement et disponibles aux pharmaciens et aux médecins, bien sûr, qui sont concernés de la même manière avec la prise de décision en matière de santé. Mais également, il fait appel aux ressources, donc au financement et aux caractéristiques et à la valeur des patients. L'evidence-based medicine a été introduite par 3 scientifiques américains, à leur tête David Sackett, qui définit l'evidence-based medicine comme l'utilisation consensueuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves scientifiques dans la prise en charge des patients. Donc, elle fait appel à ce qu'on appelle la pyramide des preuves. Lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on est en train de discuter avec un confrère médecin, lors du comité du médicament, on doit toujours utiliser les études de haut niveau de preuve, c'est-à-dire les revues systématiques et les méta-analyses. Donc, ces revues systématiques font appel à ce qu'on appelle la question PICO, c'est-à-dire on doit définir le patient, l'intervention, la comparaison et l'outcome, mais elle fait également elle fait appel aux grilles d'évaluation. Donc, souvent, lorsqu'on discute avec nos confrères
médecin, on utilise soit des études cliniques, donc on doit connaître au moins la grille d'évaluation des études cliniques, qui est la grille ROB de Cochrane, et on utilise souvent des études médico-économiques ou bien des études d'impact budgétaire qui sont évaluées par la grille CHAST ou bien CASP, qui est une grille qualitative canadienne. Donc, c'est quoi une méta-analyse? C'est tout simplement des études qui vont ramener l'ensemble des résultats sur un médicament et ils vont les combiner dans une seule étude afin d'obtenir ce qu'on appelle un pool de résultats ou bien un effet combiné. Donc, souvent, on voit ce genre de schéma dans les méta-analyses. C'est des schémas qui résument les études une par une et qui nous donnent une valeur globale qu'on utilise pour discuter avec nos confrères médecins. Soit une prévalence, soit un risque relatif, soit un autre ratio qui résume les résultats, soit un coût lorsque des études médico-économiques, soit un coût par quali lorsque l'étude est une étude d'efficience. Et les méta-analyses nous donnent des informations très intéressantes en matière d'évaluation clinique, mais également en matière d'évaluation médico-économique. Et ça, c'est un exemple d'hierarchie d'épreuves. Ce tableau, c'est celui de la haute autorité de santé. Le deuxième tableau, c'est celui du NICE, c'est-à-dire l'autorité de santé au Royaume-Uni. Donc, juste, je vous parle beaucoup de pharmacoéconomie, de médico-économie pour vous dire que les études cliniques, c'est des études qui font appel à un petit nombre de patients, qui sont souvent des patients vraiment bien choisis. C'est des patients qui ont des âges médians. Et les études cliniques ne concernent qu'une seule indication et ils sont souvent très, très brefs. Par contre, dans la vie réelle, les patients sont polymédiqués, ils sont sujets d'interactions médicamenteuses, ils sont souvent non observants. Il y a des pathologies qui sont concernées par un taux de non-observance très élevé, tels que le diabète, l'hypertension artérielle, la schizophrénie en psychiatrie. Et souvent, c'est une particularité algérienne, voire maghrébine, c'est l'utilisation des plantes médicinales et de la phytothérapie, notamment en cancérologie, qui pose un réel problème dans la prise en charge de ces maladies. Donc là, c'est les résultats d'une étude qui compare la population concernée par les études cliniques par rapport à la population qui a réellement bénéficié du médicament dans la vie réelle. Et c'est vraiment impactant de voir que les populations sont différentes. D'où l'intérêt d'étudier le fardeau sociétal de la maladie. Les facteurs influençant la décision sont vraiment des paramètres très importants. Et généralement, les facteurs les plus utilisés sont tout d'abord l'unmet medical needs, qui est un facteur très important. Lorsque on est en train d'étudier un médicament où il n'y a pas d'alternative thérapeutique, souvent les médicaments sont acceptés. Et on assiste à des maladies rares où on a découvert récemment certains médicaments au niveau mondial qui n'avaient pas d'équivalent. Donc, et qui n'avaient pas des médicaments qui sont enregistrés au préalable. Mais également, la gravité de la maladie est un facteur important et les avantages d'administration. Souvent, lorsque, par exemple, le médicament est disponible par voie sous-cutanée, généralement, il est accepté. Le deuxième aspect, c'est le fardeau économique. Le fardeau économique, donc, c'est l'évaluation du coût de la maladie ou le cost of illness study qui fait appel à la perspective, c'est-à-dire généralement en milieu hospitalier, la perspective, c'est une perspective hospitalière, parfois sociétale, qui fait appel à l'évaluation des coûts directs et indirects, à la connaissance de la prévalence de la maladie, aux études de sensibilité. Donc, c'est des études qui font appel à des connaissances en méthodologie qui sont importantes pour les pharmaciens hospitaliers et qui font appel également à des méthodes d'évaluation des coûts et à des méthodes d'évaluation clinique. Donc, ces étapes sont résumées dans cette slide. La première étape, c'est l'étape de clinique. La deuxième étape, c'est une étape d'évaluation de la valeur. La troisième étape, c'est une étape d'efficience. Et la quatrième étape est une étape d'impact budgétaire. Donc, à côté des deux premières étapes citées, il y a deux étapes importantes qui sont sujets des études de phase, je reviens là, au début de ma présentation, des études de phase 1, de phase 4, pardon. La phase 4, qui était une phase principalement
de pharmacovigilance, elle devient une phase de pharmacovigilance, bien sûr, mais également une phase d'efficience et de soutenabilité. Donc, je vous donne l'exemple d'une étude Ça veut médico-économique. dire quoi, On a deux. soutenabilité? La soutenabilité, c'est l'abordabilité du traitement, c'est-à-dire on va évaluer l'impact budgétaire du traitement dans un établissement hospitalier. Est-ce que l'établissement hospitalier, une fois le médicament introduit, est-ce qu'il a les moyens financiers durant une année ou bien durant un temps bien défini, est-ce qu'il a les moyens financiers d'avoir ce médicament? Très bien. Donc, euh, avant de parler, je vais vous donner un exemple de la soutenabilité, mais tout d'abord, je veux bien parler en 2 ou 3 slides sur l'efficience. L'efficience, c'est quoi? On a par exemple 2 vaccins contre la grippe. Le premier vaccin, il coûte 100 euros et son efficacité, elle est de 100%. Le deuxième vaccin, par contre, coûte 10 euros et l'efficacité, elle est de 80%. Donc, quel vaccin choisir? Dans un pays, par exemple, de 60 millions d'habitants, le coût du vaccin est de 6 billions d'euros avec 0 mort. Et le vaccin B, son coût est de 600 millions d'euros avec 2400 morts. La question, c'est de quel vaccin choisir. Juste pour vous dire qu'on doit comparer. Les études médico-économiques, c'est des études obligatoirement comparatives. Comparer comment? En calculant ce qu'on appelle l'ICR. L'ICR, c'est quoi? C'est le coût marginal par rapport à l'efficacité. C'est la différence de coût sur la différence d'efficacité. Et lorsqu'on va évaluer le coût de notre vaccin, on va trouver que l'ICR est de 2,25 millions par mort évitée, ce qui est une somme vraiment phénoménale. Mais juste pour vous dire que l'évaluation médico-économique aide à identifier le coût que je dois payer pour un bénéfice donné. Ce coût est-il légitime? 2,25 millions d'euros. Est-ce qu'il est socialement acceptable? C'est ça la question qui doit être étudiée dans les comités d'évaluation des technologies de santé. Mais justement, il ne s'agit pas d'une étude binaire, soit le 0, soit le 1. On peut utiliser par exemple le vaccin A chez les patients à haut risque, chez les patients âgés, souffrant de maladies respiratoires par exemple, et utiliser le vaccin B chez la population non à risque. Dans ce cas, le positionnement stratégique nous a permis d'utiliser le vaccin contre la grippe d'une façon rationnelle. On a utilisé le vaccin B qui est pas coûteux, mais euh, également avec une efficacité moindre chez la population non à risque. Et le vaccin donc on a le choix entre le médicament A et D, et on aura un coût de 20 millions de dollars, soit le médicament B et C, et on aura un coût également de 20 millions de dollars. Maintenant, si on choisit le médicament A et D, on a 330 années gagnées. Par contre, si on utilise le médicament B et C, on a 370 années gagnées. Donc, juste pour vous dire que l'évaluation médico-économique n'est pas une évaluation mathématique. C'est pas choisir entre un médicament A, B, C ou D. On peut choisir entre une combinaison de médicaments. On peut prendre en considération les aspects cliniques de la prise en charge de la maladie. Enfin, Dr Rougam m'a parlé sur la soutenabilité. La soutenabilité, elle est évaluée par les études d'impact budgétaire. On évalue le coût après l'introduction d'un médicament, le coût avant, et on va voir quel est l'impact budgétaire de ce médicament. Et ça va répondre, est-ce qu'on est en mesure de l'utiliser cette année ou on peut le reporter à l'année prochaine en fonction de notre budget.
Donc, pour conclure, je tiens à dire que les études cliniques, l'efficacité, le bon usage, c'est des paramètres très importants, très, très importants dans la prise en charge des maladies. Mais dans la vie réelle, il y a l'aspect économique qui est également un facteur qui impacte l'utilisation de ces médicaments, d'où l'intérêt des études médico-économiques. Je vous remercie pour votre patience et je cède la parole à Dr Gougen, éventuellement à l'assistance pour des Merci questions. beaucoup, professeur, vraiment. Vous m'impressionnez, sincèrement. Vous étiez caché où? Sidi Belabès, vous avez des compétences vraiment terribles, hein. Merci beaucoup, Dr De Gougen. plus en plus, je découvre des gens de Sidi Belabès qui sont... Dommage que vous soyez loin et quand vous ne sollicitez pas suffisamment. Dites-moi, professeur, votre spécialité, c'est Moi, biophysicien ou je suis en biophysique pharmaceutique, oui. biophysique pharmaceutique? Donc, vous Oui, passez par la pharmacie pour faire de la biophysique. oui. Ah, d'accord. Ok. Alors, s'il y a des questions, profitez-en. Mais moi, je ne vais pas vous lâcher, hein. Sérieusement, là, je vais vous envoyer mon numéro de téléphone. Vous Inch'Allah, m'appelez juste après la formation MEDEB. Inch'Allah. Allez-y pour les questions. Vous avez le chat, vous pouvez suivre. Là, Je suis en train de suivre. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de questions. Quelles sont? Par exemple, les plantes cancérigènes utilisées ici en Algérie. C'est Bon, vrai je que ne le suis pas. domaine de la phytothérapie, c'est une catastrophe, hein. Smahli. Oui. Sincèrement, je ne suis pas expert dans le domaine, mais nos confrères oncologues ainsi que les pharmaciens des hôpitaux qui travaillent dans les CAC ou bien dans les établissements qui ont des services d'oncologie parlent souvent d'interactions médicamenteuses avec des plantes qui sont souvent utilisées par les patients pour une raison ou une autre, soit parce que c'est des plantes médicinales qui vont améliorer l'état nutritionnel de ces patients, soit souvent c'est des plantes qui sont présumées avoir un effet anticancéreux. Et sincèrement, pour parler de la nature de ces plantes ou bien de leur efficacité, je ne suis pas expert de ce domaine. Hmm. Allez-y vers les questions, tout ce qui est économie, tout ce qui est évaluation, tout ce qui est quelle Quelle est est la la démarche démarche suivie en suivie. Algérie? Bon, en- c'est-à-dire en toute sincérité, depuis maintenant une dizaine d'années, on assiste à une prise de conscience très importante sur l'importance de l'évaluation des médicaments en matière d'évaluation pharmacoéconomique, que ce soit par le ministère de la Santé, que ce soit par les autres ministères concernés par l'évaluation, à savoir le ministère du Travail, à travers la commission de remboursement, ou bien le ministère de la production et de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, et depuis, il y a des commissions qui ont été installées avec des représentants des trois tutelles ainsi que du ministère du Finance, par exemple, lorsqu'il s'agit de fixation des prix. Donc, la commission économique elle fait appel à des études médico-économiques pour la fixation des prix des médicaments. La commission d'enregistrement également, elle fait appel à des études dans ce sens. Et généralement, c'est des démarches pluridisciplinaires qui font appel à des représentants du ministère de la Santé ainsi que de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et du ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique. Quel est le rôle des médecins dans tout ça? Généralement, le, le- la prise de décision en matière
d'évaluation des technologies de santé, c'est une démarche pluridisciplinaire. On ne peut évaluer un médicament sans prendre en considération son efficacité, sa tolérance et son utilisation dans la vie réelle. Et nos confrères médecins, ils ont une part très importante parce que c'est eux qui sont en contact avec les patients et ils doivent soulever ces points, soit dans les comités médicaments lorsqu'il s'agit d'une décision restreinte à un hôpital, soit dans les commissions nationales où il y a des experts cliniciens qui sont souvent sollicités pour donner des avis concernant les différentes innovations introduites en Algérie. Une collègue parle des dispositions des dispositions des marchés publics et son impact sur l'évaluation économique des médicaments. C'est vrai que souvent on est amené à choisir le moins disant, mais également si les critères techniques sont bien définis, l'évaluation technique également, elle peut être un garant de l'utilisation de dispositifs médicaux de qualité. Et maintenant, reste à définir quels sont ces critères techniques. Euh, Vraiment, il y a beaucoup de travail à faire en matière de nomenclature de dispositifs médicaux, de classification de dispositifs médicaux et de la définition des critères techniques utilisés dans l'évaluation de ces produits. Votre question concernait les dispositifs médicaux principalement. Pourquoi il y a des... Bon, la question des ruptures, bon, c'est une question, depuis maintenant plusieurs années, une question internationale. C'est vrai que euh, depuis 2017, depuis 2017, l'Algérie, elle est en train d'implémenter beaucoup de choses en matière d'évaluation de ces médicaments. Soit au niveau du ministère de la Santé, à travers, par exemple, le comité médicaments dernièrement, à travers la numérisation, à travers l'introduction de la liste commerciale de la PCH, soit au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, à travers les différentes commissions installées, ainsi que les textes réglementaires qui définissent avec précision les étapes d'évaluation des médicaments, qu'elles soient cliniques, techniques ou bien médico-économiques. Et lorsqu'on implémente des choses, souvent, la période de l'implémentation, il y a souvent des défaillances à corriger et les efforts doivent être des efforts vraiment pluridisciplinaires. Et au lieu, je pense, au lieu d'être dans une position de critique, vaut mieux être dans une position de force de proposition. Et il y a plusieurs cadres dans cela, soit au niveau local dans les comités médicaments ou généralement les PV, c'est des PV classiques qui ne donnent que la disponibilité. Donc les comités médicaments sont un contexte vraiment très important pour proposer des recommandations afin d'éviter les ruptures ou autres. Il n'y a pas que les ruptures, mais également il y a les sociétés savantes qui sont un terrain également propice pour faire des recommandations, pas seulement assister à des formations, mais également proposer, se réunir avec les différents intervenants pour proposer des démarches dans ce sens. Personnellement, j'aime pas la position critique sans donner des solutions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions données. Merci. Merci, Merci beaucoup, professeur. docteur Guillaume. Merci à vous, vraiment très honoré. Yatek Saha, merci beaucoup. Ah, mon numéro, il est inscrit. Vous le prenez et on s'appelle après la communication, s'il vous plaît, après moi. D'accord? Inch'Allah, Yatek Saha. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci. C'est le tour du Maintenant, docteur Zedich.
Eh oui. Alors, vous enlevez votre Oui, communication. tout de suite. Il est avec vous? Non. Non, non. Eh, 1 minute. bien sûr, bien sûr. 1 minute. Alors là, comment quitter? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Alors, professeur Zepé, rappel aux leçons. Donnez-moi quelques minutes, je vais appeler le prof. Très bien, merci.